could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their Bonjour à hope. tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Instant Culture dédié cette fois-ci à la laine d'alpaga. Je me présente rapidement, je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, et c'est moi qui me cache derrière le podcast d'Emmaï et moi, ou du moins la chaîne d'Emmaï et moi, puisque je ne fais plus seulement des podcasts, je fais plein d'autres types d'épisodes en plus. Alors, cette semaine, je vous emmène dans la découverte d'une fibre, la découverte ou en tout cas l'apprentissage de ce qu'il y a autour de la fibre, de la laine d'alpaga. Donc c'est un épisode qui aura différentes parties. Dans une première partie, on va parler de l'alpaga en lui-même, quel est cet animal, où il vit, est-ce qu'on utilise tous les types d'alpaga, enfin voilà, on va parler de l'animal en lui-même. Dans la deuxième partie, on va parler de la fibre en elle-même, quelles sont les différentes qualités d'alpaga que vous pourrez trouver sur le marché et pour quel usage, parce que vous verrez que il y a alpaga et alpaga. Et en fonction de la qualité que vous allez acheter, vous aurez un rendu qui sera différent, ou en tout cas un ressenti que vous aurez sur la peau qui sera très différent. Et puis j'en profiterai pendant cette partie-là pour vous montrer quelques écheveaux que j'ai dans mon stash d'alpaga et pourquoi je choisis plutôt cette qualité-là plutôt qu'une autre, pourquoi cette association plutôt qu'une autre. Donc ça, vous le verrez dans une deuxième partie. Et bien sûr, on n'oubliera pas de parler des propriétés de cette laine d'alpaga qui sont nombreuses, qui sont en ce qui me concerne une fibre que j'aime beaucoup parce que vous verrez, elle est à la fois fine, jaune et douce, en gros. Mais je vous donnerai toutes ces propriétés dans cette deuxième partie. Pour l'occasion, je me suis dit que je fallait que je vous accueille avec un pull et un ouvrage terminé pour vous donner un petit peu le rendu de ce que peut donner un ouvrage en alpaga. Donc ça, c'est un pull que j'ai tricoté l'année dernière, qui est un modèle de chez Along avec Anna. C'est son pull Matilda, que j'aime beaucoup parce qu'il a une encolure ronde, qui est relativement large, sans être non plus totalement bateau. Donc ce qui permet de porter un collier ou quelque chose. C'est un pull qui est qui est assez facile. C'est un pull qui se tricote en rond avec des raglans de chaque côté et qui a tout simplement un point de semis sur l'ensemble du pull. Donc moi je l'avais tricoté dans une base Kremke, donc c'était la base alpaga super fine de Kremke. Et donc je vous expliquerai dans une des parties ce que veut dire cette fameuse super fine, parce que c'est pas la finesse du brin, puisque là en l'occurrence on est sur une fingering, puisqu'il me reste tout ça de reste, on est sur de la fingering, donc c'est pas ça qui va vous dire l'épaisseur de votre fil, mais c'est vraiment lié à la qualité de ce que vous allez retrouver en fibre à l'intérieur, pas la qualité, la finesse de la fibre que vous allez avoir à l'intérieur de ces fils d'alpaga. Donc voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup, il a un drapé qui est bien. Et alors l'avantage de l'alpaga, vous le verrez dans la dernière partie, c'est que c'est à la fois une fibre qui est très fine mais qui est bien chaude. Donc moi ça me permet de porter des pulls en fingering même quand il fait froid. Donc c'est une fibre qui est assez intéressante et puis vous le verrez aussi, mais
Voilà, elle a un petit halo, beaucoup moins que du mohair, mais c'est un halo qui, voilà, qui en fait un pull tout doux, qui fait un pull un peu cocooning et que j'aime beaucoup mettre en intersaison ou même parfois pendant l'hiver quand il fait pas -20 par contre, parce que là du coup ça suffit plus. Donc voilà, assez blablaté pour cette introduction. Je vous emmène tout de suite dans l'épisode et on va commencer par faire connaissance avec la bête, avec les alpagas. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your Alors avant de love? parler de l'animal en lui-même, je pense que vous vous posez peut-être la question de savoir est-ce qu'on dit alpaca ou alpaga. Et sachez qu'en fait on peut dire les deux, simplement ça dépend de la langue que vous parlez. Donc alpaca avec un C, c'est le même mot que alpaga, simplement dans la langue des Quechua, qui est une communauté ou voilà, un dialecte parlé par une langue d'indigène. Ouais, une langue indigène, on va dire ça comme ça. Une langue indigène qui est parlée par une communauté présente au Pérou, dans le nord du Chili, en Équateur ou en Colombie. Donc sachez juste que, voilà, alpaga, c'est la même chose que alpaca. Simplement, alpaca, c'est le mot quechua, puisque c'est la langue indigène, pour dire alpaga, donc le mot local dans cette région du monde. Alors, il y a une idée reçue qui pense que les alpagas, ce sont des lamas. Et ben, malheureusement, c'est pas le cas. Alors certes, ils font partie de la même famille. Ils font partie de la famille des camélidés. Mais l'alpaga est tout simplement un cousin du lama qui fait partie de la même famille. Ces alpagas, ils vivent généralement dans la cordillère des Andes, mais pas que. Sachez qu'il y a quelques élevages d'alpagas en France. Et je vous en citerai quelques-uns, je vous en mettrai bien sûr dans la barre de description. Si vous voulez acheter local de l'alpaga, sachez que c'est faisable. Alors il existe dans toute la gamme de ces camélidés, il existe deux races d'alpagas qui sont utilisées pour réaliser vos laines, vos fibres que vous voulez tricoter ou que vous aimez tricoter. Il y a d'un côté les huacayas. Alors vous les retrouverez pas sur le nom de films, mais sachez que voilà, il y a un animal qui s'appelle l'huacaya qui a une toison avec des poils assez courts qui peuvent aller du blanc jusqu'au marron, donc vous avez une belle palette de couleurs. Et la deuxième race ou variété d'alpaga que vous avez, ce sont les suris. Alors oui, la surie, c'est de l'alpaga. Et la différence entre les deux, c'est que la surie aura des longs poils légèrement frisottés et qui va vous donner aussi ce moelleux incomparable voilà, qui est propre à l'alpaga. Alors, les alpagas, ils sont assez petits. Ils mesurent entre 1,20 m et 1,50 m. Au niveau du garrot, ils pèsent entre 45 et 80 kg. Ça va dépendre de la bête. Ce qui fait qu'il a un visuel qui est plus recourbé que le lama, qui est vraiment, vraiment très élancé. L'autre particularité de l'alpaga, c'est qu'il a une frange que le lama n'a pas, donc il va avoir cette frange, ce qui leur fait une petite bouille bien sympathique. Et d'ailleurs, je vous mets une petite photo, je vous l'ai mis dans la vidéo de l'introduction, mais voilà, c'est typique de ce que vous pouvez retrouver comme bouille de lama. Ça en fait un animal assez rigolo, assez mignon, voilà. Je vous ai dit avant qu'il y avait plusieurs types de couleurs de la laine d'alpaga. On pense à tort qu'elle est blanche. Alors oui, elle peut être, enfin blanche naturelle, elle peut être coloris neutre comme ça. Mais sachez qu'il existe entre 12 et je crois 45 couleurs de laine d'alpaga, puisque voilà, c'est vraiment la couleur de la toison de ces animaux-là. Et alors pourquoi je dis entre 12 et 49? Parce que ça va dépendre des zones géographiques dans lequel sont les élevages de ces alpagas. Donc vous allez avoir sur certains élevages et certaines régions seulement une variété de 12 couleurs, là où certaines autres régions vont vraiment couvrir une palette vraiment très très large de couleurs différentes. Alors bien sûr,
On sera pas dans du rose et du violet, hein. Mais par contre, on sera voilà, dans des tons neutres, du plus clair au plus foncé, on sera sur du gris, on sera sur du noir, on sera, alors pas tout à fait noir, mais on sera sur des couleurs bien intenses, on sera sur des dégradés de marron, et donc vous allez avoir vraiment une grande palette de fibres naturelles, ce qui vous permettra aussi d'aller vers des laines non teintes. Si vous voulez réduire un petit peu votre budget, sachez que voilà, une laine d'alpaga non teinte, vous allez pouvoir trouver une grande palette de couleurs. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread Alors, je vous ai your dit love? tout à l'heure qu'il y avait voilà, des élevages français, mais que c'était essentiellement produit dans les pays d'Amérique du Sud, Amérique centrale, donc autour de la cordillère des Andes. Pour vous donner un ordre d'idée de la proportion, sachez qu'il sur une année, il est produit environ 5000 tonnes de laine d'alpaga mondialement. Et sur ces 5000 tonnes, seulement 850 kilos vont être produits en France. Donc ça a le mérite d'hésiter, 850 kilos, c'est pas rien quand même. Ça vous permet de tricoter un paquet de pulls, hein, puisque je vous rappelle qu'un écheveau, ça fait 100 grammes. Mais voilà, si on compare ces 850 kilos par rapport aux 5000 tonnes, on est sur 1 versus 5000 sur le reste du monde. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite goutte dans la production mondiale. Mais sachez que si vous voulez privilégier les circuits courts ou vraiment aller sur des producteurs locaux, français, francophones, c'est possible pour la laine d'alpaga. Alors, quand je vous dis qu'il vit essentiellement sur la cordillère des Andes, il faut savoir qu'il vit relativement sur les hauteurs. Donc c'est un animal que vous allez trouver entre 3500 mètres et 4000 mètres de hauteur. Et c'est ce qui fait aussi que cette fibre va être très chaude, parce que à ces altitudes-là, les froids sont assez intenses. Mais heureusement, l'animal va créer cette toison qui va être très chaude et qui va avoir de très belles propriétés thermorégulatrices pour protéger l'animal. Et sachez enfin que quand je vous parlais du suri avant, avec ses longues mèches très soyeuses, très douces, il faut savoir qu'à l'époque, ces mèches-là étaient réservées à la noblesse inca. Parce que justement elle était plus rare, elle était plus douce, elle était plus luxueuse, elle était plus brillante. Donc vraiment la noblesse inca se réservait les plus belles pièces tissées en alpaga, en suri d'alpaga. Alors pour comprendre comment est récoltée cette fibre, il faut revenir aux ancêtres des alpagas, qui sont la vigogne et le guanaco, qui sont en fait les animaux dont sont originaires la race de l'alpaga. Donc ce sont deux animaux sauvages, donc très similaires à l'alpaga que vous connaissez ou du moins que vous avez vu. De par nature, ce sont des animaux sauvages qui ne sont pas en contact avec l'homme. Et donc comme ils n'étaient pas en contact avec l'homme, il fallait qu'ils développent une possibilité de changer le poil et de se libérer du poil. Donc ce qui fait que ce sont des animaux qui muent, donc ils perdent leur poil au printemps et ils font repousser leur poil juste avant la période froide. L'homme ramassait ces mues de poils pour en faire du fil. Mais ils se sont bien rendus compte que pour pouvoir industrialiser ou du moins améliorer la récolte, c'était pas faisable de récolter ou de ramasser cette mue. Donc ils ont fait des croisements génétiques, et c'est de là, donc vigogne et guanaco, et c'est de là qu'est né au fur et à mesure des croisements génétiques l'alpaga que vous connaissez. L'alpaga, il ne mue pas, c'est un animal qu'on va tondre, donc il aura la même finesse dans la fibre, celle qui était recherchée chez ses ancêtres, mais il ne va pas muer, il va être tondu mécaniquement, et comme celui-ci va être un alpaga d'élevage, ce sera plus facile, plus aisé de récolter tout simplement cette fibre par la tonte. Donc selon la partie de l'animal sur laquelle va être récupérée cette fibre d'alpaga, vous allez avoir plus ou moins d'épaisseur de fibre.
Mondialement, ces fibres sont classifiées par rapport à leur épaisseur et vous allez avoir différentes appellations. Mais par contre, bien évidemment, on n'a pas réussi à se mettre d'accord au niveau mondial et donc vous avez 3 échelles de classification différentes. Donc nous, en France, on utilise le classement anglais. Donc un classement qui va, alors je prends mes notes par contre parce que je connais pas tous les chiffres par cœur, c'est un classement qui va du Royal Baby Alpaga, donc pour une fibre, donc si vous prenez votre fibre, chaque fil individuel qui va composer votre fil va être plus ou moins épais. Donc vous avez des fibres extrêmement fines. Pour de l'alpaga, on va se retrouver en dessous de 18 microns et dans la classification anglaise, on va se retrouver dans une qualité qu'on va appeler Royal Baby Alpaga, donc tout ce qui est en dessous de 18 microns. Entre 18 microns et 22 microns, on va être dans la classification du Baby Alpaga, donc toujours selon l'échelle anglaise, qu'on utilise en France. Et je vous donnerai, pour vous, Canadiennes, que je sais que vous êtes nombreuses à me regarder, je vais vous donner les équivalences après pour l'échelle qui est utilisée aux US et au Canada. Donc, Baby Alpaga, on va être entre 18 et 22 microns. Moi, c'est la qualité d'alpaga que j'aime parce que vraiment, on est dans quelque chose d'extrêmement doux, extrêmement soyeux, moelleux, voilà, qui ne pique absolument pas. Donc voilà, Royal Baby Alpaga. Ensuite, on est dans la qualité Fine Alpaga. Et donc là, on va être entre 22 microns et je vais juste noter 26,9 microns. Donc toujours encore quelque chose d'extrêmement moelleux, extrêmement doux et qui ne pique pas. Donc je vous rappelle que la norme dans l'industrie, on va dire dans l'industrie textile, il est noté que les sens humains ne sont pas capables de détecter un picotement en dessous de 30 microns de fibre. Donc ça veut dire que, dans le monde de la laine, on va plutôt mettre le curseur à 28 parce que effectivement c'est le seuil de déclenchement de sensibilité de la peau humaine. Donc voilà, donc là sur du fine alpaga, vous n'aurez toujours pas de picotement parce qu'on sera toujours sur une fibre bien en deçà de ce fameux 28-30 microns. Ensuite, donc vous avez Royal Baby Alpaga, le plus fin de plus fin, le Baby Alpaga, toujours encore très doux, le Fine Alpaga qui va rester très doux également, mais moins doux que le Baby Alpaga ou le Royal Baby Alpaga. Ensuite, vous avez un Medium Alpaga. Donc là, on va être entre 27 et 30 microns, donc toujours encore doux, mais voilà, on s'approche du seuil de sensibilité. Et après, vous allez avoir des alpagas qui vont se retrouver au-dessus de ce seuil de sensibilité, donc qui vont piquer, du moins, qui pour certaines personnes qui sont sensibles, vont sentir les picotements. Et là, c'est ce qu'on appelle le strong alpaga, donc l'alpaga fort, strong, donc alpaga. Et donc là, c'est tout ce qui est au-dessus de 29-30 microns. Donc voilà. J'en profite du coup pour vous montrer quelques-uns de mes écheveaux et après je vous parle de cette même classification côté des autres pays pour vous montrer quelques exemples d'écheveaux d'alpaga que moi j'ai. Je sais que vous m'aviez fait la remarque la dernière fois sur la laine de yak, donc moi j'ai quelques petites merveilles dans mon stock. J'ai notamment une base, donc c'est un mélange de chez le matin yarn que j'aime beaucoup. Alors vous voyez, la laine d'alpaga elle est vraiment très souple. Ici en l'occurrence ce n'est que 70% de baby alpaga qui est mélangé avec 20% de soie et 10% de cachemire. Donc là on est dans de la douceur extrême. C'est une base que j'adore et que je mets très volontiers pour moi le long du corps. C'est quelque chose qui va être fin, qui va être moelleux, qui va être bien et qui pourtant va être chaud et thermorégulant. Donc c'est-à-dire que finalement c'est un pull que je vais pouvoir porter à n'importe quelle saison, s'il fait froid ou s'il fait pas froid. Donc là, en plus moi je suis extrêmement fan du travail de speckle de Tôt le matin yarn, j'adore, mais bon, voilà. Autre exemple que vous aviez vu dans une vidéo assez récente, même base, aussi baby alpaga, soie et cachemire, mais chez Eline Hélène. Eline Hélène, voilà. Donc, et pourtant, c'est exactement la même base, simplement, bon, là, elle est certainement plus tordue sur elle-même au niveau de la mise en écheveau. Voilà.
Autre exemple d'alpaga que j'ai dans mon stock, et alors là c'est un de mes copains fil d'Orus, au fil d'Orus, donc Didier, qui nous présente une laine qui elle par contre, alors elle est très différente, hein, puisque vous voyez on n'est pas du tout sur la même base, et celle-ci est très intéressante parce qu'elle est 50% baby alpaga, donc un peu moins d'alpaga. Par contre, elle est associée à 25% de soie, ce qui donne une luminosité dans la couleur, et 25% de lin. Donc là, une fibre naturelle qui est rajoutée, qu'on voit à certains endroits, puisqu'on a les fibres de lin qui sortent. Donc, très agréable. J'ai pas encore tricoté celle-ci, de cette fibre-là, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Autre exemple, alors vous allez pouvoir trouver, et alors je vous en ai parlé hier d'ailleurs, puisque je les ai reçus hier, vous allez avoir des équivalents, ou du moins des fils qui ressemblent un peu à ce que vous connaissez dans des kits silk mohair, et là en fait on va se retrouver avec un mélange de soie et d'alpaga. Donc c'est ce qu'on appelle de l'alpaga silk, là en l'occurrence c'est de chez Drops, donc ça va être un fil tout poilu, et qui potentiellement pourrait remplacer un fil de mohair, sachant que malheureusement ce sont des fils qui sont un peu plus épais que les mohair traditionnels, donc il doit certainement en exister d'autres. Je vous ai promis de faire quelques investigations, je le ferai certainement. Parce que bon, vous savez, moi je suis assez sensible au mohair, mais alors quand il s'agit d'alpaga, je suis fan. Après, vous avez d'autres laines, donc celle-ci, vous l'avez vu aussi, hein, des mélanges d'alpaga et de laine, de mérino. Vous avez des mérino alpaga aussi. Donc voilà, l'alpaga va amener la chaleur, mais va aussi amener le moelleux, en tout cas un moelleux encore plus marqué, hein, parce que bien sûr, la laine mouton, il y en a des splendeurs, des magnifiques. Donc je vais juste reprendre mes notes, donc pour vous donner un petit peu, si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Alors sachez que voilà, il y a 3 échelles de classification des alpagas au monde. Il y a la version anglaise, et c'est celle que nous utilisons en France. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, vous avez une échelle à vous. Et si vous êtes en Australie, mais je pense qu'il n'y a personne qui est en Australie et qui me regarde, parce que en Australie parle anglais, donc, ou alors vraiment vous êtes un expatrié français en Australie, il y a aussi une échelle de classification australienne à part. Donc au Canada, vous allez avoir tout ce qui est inférieur à 16 microns. Donc là, on est encore plus fin, et c'est ce qu'on appellera le super royal. Entre 16 et 19 microns, vous appellerez ça du royal baby. Donc en fait, notre baby alpaga, ce sera un peu votre... attendez voir que je vous raconte pas de bêtises. Notre royal... non, notre baby alpaga, ce sera votre royal baby et votre baby alpaga. Donc le royal baby sera entre 16 et 19. Et votre baby alpaga, il sera entre 19 et 20. Donc vous avez séparé notre baby alpaga dans deux classifications différentes. Entre 21 et 25 microns, c'est ce que vous allez appeler, vous, le fine alpaga. 25 à 29 microns, c'est le médium chez vous. Du 29 au 32, vous avez le strong alpaga. Et par contre, vous avez des classifications encore supplémentaires. Donc de 32 à 36 microns, vous avez le X strong. Et au-dessus de 36 microns, vous avez ce que vous appelez le coarse, donc C-O-A-R-S-E, je ne sais pas si je le prononce correctement, donc le coarse alpaga. Et ça, c'est équivalent à ce que vous allez retrouver sur l'échelle australienne également. Donc, la seule différence entre les États-Unis et le Canada et l'Australie, c'est sur les petites, donc les tout petits, les microns les plus fins, là où le super royal au Canada et aux États-Unis va correspondre à un sheer ultra en Australie. Le Royal Baby va correspondre à un ultra fine, et le Baby va correspondre au super fine. Donc je pense que je vous mettrai soit une image, soit une description. Non, je vais vous mettre un document dans la barre de description avec les tableaux récapitulatifs de ce que je viens de vous expliquer, pour que ce soit plus compréhensible. Donc voilà pour la description de la fibre. Et puis maintenant, je pense que vous êtes curieuse de savoir quelles sont les propriétés de ce très joli fil. Avant de passer aux propriétés, je voudrais quand même juste lever une chose.
il est commun d'entendre que le baby alpaga, c'est issu des premières tontes, c'est issu des bébés alpagas en eux-mêmes. Alors, c'est faux, ça n'a rien à voir. Vous pouvez trouver une fibre de baby alpaga sur un alpaga adulte. Simplement, vraiment, on est sur la classification par finesse de fil, pas sur l'âge de l'animal. Donc, un baby alpaga, ce n'est pas une laine d'un bébé alpaga, c'est simplement la classification de l'épaisseur de sa fibre. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread Pourquoi on dit your toujours love? que l'alpaga c'est une fibre qui est très douce et qui est plus douce que celle de certains moutons? Alors, ça a une explication scientifique, enfin scientifique, ça a une explication technique. Si vous prenez un poil de mouton, prenez le poil de mouton par exemple du mérino, vous prenez la même épaisseur de fil et vous prenez la même épaisseur de fil en alpaga, sur le fil de mérino, vous allez avoir un certain nombre d'écailles. Si vous prenez ce même fil alpaga et que vous le passez au microscope, vous aurez moins d'écailles sur le fil d'alpaga que sur la fibre d'alpaga que sur la fibre de mérino. Ce qui fait que pour une épaisseur de fibre égale, vous aurez plus de douceur sur une fibre d'alpaga par rapport à une fibre de mérino. Alors, je ne dévalorise en aucun cas la fibre de mérino. Moi, c'est une fibre que j'adore. J'aime la laine de mouton. Je la tricote toujours. Simplement, sachez juste que ça a une explication. Cette douceur et ce moelleux incomparable que vous avez sur l'alpaga, cela vient de la texture de ces écailles. Donc, c'est ce qui en fait une fibre extrêmement moelleuse. Alors, le fait qu'elle soit à la fois fine et moelleuse, c'est ce qui fait que souvent vous allez entendre qu'on appelle cette laine d'alpaga la laine des dieux. Elle est communément appelée comme ça par énormément de gens et c'est lié justement à son aspect très moelleux, très doux, très chaud. Donc, au-delà du fait qu'elle soit très douce, c'est aussi une laine qui est très chaude. Donc, je viens de vous le dire, hein, très chaude. Si on fait un comparatif de nouveau, même épaisseur de fil, même épaisseur de fibre entre une laine de mouton et une laine d'alpaga, vous avez un coefficient de 7. Donc, vous aurez une laine 7 fois plus chaude sur de l'alpaga par rapport à un mérino pour la même épaisseur de fil. Donc voilà, on est vraiment sur une fibre qui va vous tenir chaud. Mais par contre, elle va vous tenir chaud uniquement à certaines périodes de l'année, ce qui en fait aussi une fibre extrêmement polyvalente, parce qu'elle a une capacité de thermorégulation. Alors ça, c'est souvent le cas hein, sur les fibres animales, mais elle a une capacité de thermorégulation qui est forte parce qu'elle emprisonne beaucoup d'air. Et elle va vous permettre de vous réguler corporellement, donc elle va vous tenir chaud quand il va faire froid et elle va ne pas non plus vous surchauffer quand il va faire tiède ou moins chaud. Donc en plus de ces qualités de chaleur, douceur, moelleux, tout ce que vous voulez, thermorégulation, c'est aussi une fibre qui est très résistante. Donc normalement, vous devez avoir très peu de fil qui casse, vous avez une très belle élasticité du fil et un beau rendu, un beau tombé. Pour la petite anecdote, tous ces avantages, ou du moins ces choses positives que vous avez trouvées à la laine d'alpaga, elles ont été identifiées par la NASA. Et il faut savoir qu'à l'époque, la NASA utilisait la fibre d'alpaga lorsqu'elle a fait ses débuts dans la conquête spatiale. Donc toutes les fibres sur lesquelles elle développait l'habillement ou voilà, certaines isolations étaient basées sur de l'alpaga. Donc voilà, je finirai en fait cette vidéo, allez, j'espère qu'elle vous aura plu, pour vous confirmer que
L'alpaga, elle est officiellement connue comme étant la laine la plus fine et la plus luxueuse au monde. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est reconnue dans le monde dans l'industrie textile. Et je trouve que finalement, c'est quelque chose qui lui va bien. Alors moi, j'aime toutes les fibres. J'aime le yak, j'aime l'alpaga, j'aime le mouton. Il y en a certaines que j'ai pas encore testées, mais ça ne serait tardé. J'aime la soie, j'aime le lin, enfin voilà, chacune pour faire quelque chose de différent. Mais c'est vrai que ce rendu très moelleux, très luxueux, très délicat aussi, puisque toutes ces teintures que vous avez sur l'alpaga sont souvent très délicates, très neutres, très atténuées, ce qui en fait vraiment voilà, un coloris cocooning, voilà. Donc là encore, mais de toute façon, je crois que je suis fan de beaucoup de choses. Je vous encourage à aller tester l'alpaga et me dire voilà, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences ou pas? Moi, je n'ai eu pour l'instant que de bonnes expériences lorsque j'ai tricoté de l'alpaga, que ce soit sur la durée de vie, que ce soit sur le porté, que ce soit sur le fait que ce soit une laine fine qui permette justement d'être assez versatile. Si je devais vraiment faire une critique de l'alpaga, je dirais que si vous voulez aller dans les couleurs vraiment très foncées, très marquées, très intenses, la laine s'y prête moins parce que vous avez justement ce côté moelleux et rendu qui va un peu atténuer la couleur, qui va l'éteindre un petit peu. Et donc vous vous retrouvez plutôt sur des coloris très... alors ils peuvent être foncés, mais ils vont être plus éteints que sur une autre base de laine où vous allez avoir des couleurs vraiment pop, vraiment peps. Sur l'alpaga, vous aurez quelque chose de beaucoup plus neutre, voilà, plus doux, on va dire. Donc voilà. Cette vidéo s'arrête là. J'espère que je vous ai donné envie de tricoter de l'alpaga. C'est la saison, il fait froid. Je vous invite donc à venir tester cette laine. Voilà, l'objectif, c'était pas de vous inciter à augmenter votre stash. Mais si c'est le cas, j'ai même pas honte, j'ai dit tant mieux. Mais voilà, l'objectif de ces vidéos, c'était vraiment de vous dire voilà, d'où vient votre laine, comment elle est fabriquée, où est-ce que vous pouvez la trouver, comment peut-être vous aider un petit peu à choisir entre la panoplie de différentes laines que vous pouvez trouver sur internet ou lorsque vous allez dans les salons ou dans les boutiques. Donc sur ce, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et je vous retrouve demain avec un épisode de vlog puisque aujourd'hui nous sommes le 2 octobre, on est dimanche et enfin en tout cas lorsque vous verrez cette vidéo on sera dimanche puisque moi j'ai tourné aujourd'hui samedi, mais en tout cas je vous retrouve demain avec un épisode du Vlogtober et sur ce je vous dis bisous, bye bye. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing